Bien. Désolé pour ce retard, mais on n'a pas Internet, donc quelqu'un va venir, mais ça ne nous empêche pas de l'enregistrer, ce conseil municipal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais passer à l'appel. Pourtant, ça fonctionnait cet après-midi, c'est embêtant ça. Bien. Lorraine Després. Présente. Jean-Paul Zita. Présent. Neboja Magique. Présent. Christelle Rombaud. A donné pouvoir à Serge Sakaloff. Hervé Pilgrin. Présent. Natacha Grégoire. Présent. Serge Sakaloff. Présent. Bernard Durca. Présent. Anne-Lise Greza. Evelyne Santerre. Laurent Dumont. Présent. Sébastien Fagot. Magali Chrétien. Jessie Loiseau. Mostafa Ouada. Gisèle Quenet. Jean-Gratien Blondel. A donné pouvoir à Bernard Durca. Sandrine Macquart. A donné pouvoir à Madame Grégoire. Esther Richardson. Anne-Cécile Lefebvre. A donné pouvoir à Monsieur Da Silva. Christian Mondion. A donné pouvoir à Monsieur Magique. Non, il est là. Pardon, excusez-moi. Désolé, Christian. Il n'était pas sûr d'être à l'heure, mais il est là. Il essaye de faire démarrer la vidéo. Christian, il est bien là. Voilà. Pardon. Eugénie Dumont. A donné pouvoir à Lorraine Després. Maud Petit. Joël Clément. Thibaut Guillemet. Liliane de Dieu. Jean-Michel Fresneau. Hervé Gillot. A donné pouvoir à Liliane de Dieu. Guillemet. Fabrice Hamelin. Absent. Brahim Haber. Guylaine Roubaud. A donné pouvoir à Monsieur Fresneau. Très bien. Hein? Oui. Bien. Le secrétaire de séance, la dernière fois, c'était Monsieur Jessie Loiseau. Cette fois-ci, par ordre alphabétique toujours, c'est Monsieur Magique Neboja. Tu l'acceptes? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous propose de passer à l'approbation du PV de la séance du 30 novembre 2023. A priori, on n'a eu aucune remarque. D'accord. Donc, je vous propose de passer à l'approbation de ce PV. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2, 4, 6 abstentions. Parfait. Le point suivant, c'est l'installation d'un élu, donc M. Joël Clément, qui nous rejoint suite à la démission de M. Jarige. Et donc, le suivant sur la liste était M. Clément, qui a accepté ce poste. Donc, le voici parmi nous en tant que conseiller municipal. Merci d'avoir accepté. Tu veux dire un petit mot? Non, c'est... Ton micro. Alors, il faut lui... Voilà. Voilà, donc je voulais juste, bonsoir tout le monde. Je voulais dire que j'étais content et fier de participer au conseil municipal pour cette dernière partie au moins de la mandature. Peut-être c'est pas très facile de rentrer en plein milieu comme ça, surtout en fin, donc il faudra peut-être un petit peu de temps pour mieux connaître le fonctionnement de la municipalité avant de prendre vraiment une place et me sentir utile à tout le monde. Voilà, merci. Très bien, merci. On n'est pas à la fin, on est aux 2 tiers. C'est quand même. Très bien. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit point sur les modalités, parce que n'importe quel conseiller, n'importe quel élu a le droit, bien évidemment, au cours d'un mandat, de démissionner. Concernant les adjoints, effectivement, il faut qu'ils envoient, en cas de démission, qu'ils envoient leur courrier à monsieur le préfet, ou du moins en préfecture, au service de la préfecture. Et tous les autres, tous les conseillers municipaux, doivent envoyer leur courrier au maire.
et c'est le maire qui se charge de faire suivre ces courriers de démission en préfecture. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que la préfecture m'a appelé la semaine dernière pour me dire il y a un élu du conseil municipal de Torigny qui a envoyé un courrier de démission. Mais je ne peux pas l'accepter puisque ce courrier ne vous était pas adressé directement, donc je ne peux pas accepter. Veuillez appeler cette personne et lui demander de vous adresser un courrier, ce qui a été fait. Donc cette personne de l'opposition, mais peu importe, a été appelée et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu son courrier de démission. Donc on est en attente et pour le coup, elle est toujours conseillère municipale de la ville de Torigny-sur-Marne. Voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, elle a donné pouvoir. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc je ne sais pas si elle va l'envoyer ou pas, et peu importe. Pour l'instant, elle est toujours élue. Voilà. On passe aux finances. Comme vous savez, on a le débat d'orientation budgétaire. Et pour le coup, je passe la parole à Monsieur Serge Sakaloff. Bonsoir tout le monde. Donc, la préparation du budget 2024 s'avère être un exercice difficile dans un contexte financier contraint. En effet, le budget primitif 2024 qui vous sera présenté est élaboré d'une part dans un contexte macroéconomique de baisse d'inflation. La situation internationale, notamment au Moyen-Orient, pourrait constituer un risque haussier sur le scénario d'inflation, notamment énergétique. En 2023, à Torigny-sur-Marne, l'inflation s'est faite ressentir sur un certain nombre de dépenses, matières premières, prestations de transport, restauration scolaire, mais elle a été limitée du fait des contrats souscrits dans le cadre de la commande publique. D'autre part, dans son rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements, publié en octobre dernier, la Cour des comptes a alerté sur la dégradation attendue des comptes des collectivités territoriales en 2023 par rapport à 2022. Plusieurs raisons sont mises en avant. Des recettes fiscales et des droits de mutation plus faibles qu'espérés, un coût de l'énergie encore élevé, des dépenses incompressibles comme l'achat de biens et la rémunération des agents. En 2024, à Torigny, le budget primitif sera encore impacté pour ces différentes raisons. Enfin, la loi de finances pour 2024 a prévu pour les communes, en matière de dotation, une pérennisation par l'État du fonds vert. Il confirme le verdissement des dotations de soutien à l'investissement local pour orienter les investissements sur la rénovation des bâtiments, la décarbonation des mobilités, la préservation des ressources et la transition énergétique. Des dossiers verts continueront d'être constitués pour la commune de Torigny pour ces différents projets, comme en 2023 où des dossiers ont été déposés. Des îlots de fraîcheur, des îles modernisation des éclairages publics, demande aux autres financières, cours Oasis à la région et à l'agence de l'eau Seine-Normandie. La loi de finances pour 2024 prévoit également une très légère augmentation de dotation, dont celle de la DGF. En matière de fiscalité, la loi de finances pour 2024 indique que les valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière sont revalorisées de 3,9%. L'augmentation pour 2024 est donc presque moitié moins importante qu'en 2023. Je vous le rappelle, elle était de 7,1%. En matière donc de mesures extra-financières, la loi de finances pour 2024 introduit une démarche de budgétisation verte obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants. Un budget vert devra être annexé au compte administratif ou au compte financier unique 2024. Cet état, intitulé « Impact du budget pour la transition écologique », présente des dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France. Ainsi, pour 2024, nos orientations budgétaires devront,
avoir pour objectif de dégager certaines marges de manœuvre en fonctionnement pour permettre la réalisation de projets d'investissement sans alourdir la pression fiscale et en recourant à l'emprunt de manière mesurée et responsable pour financer nos investissements indispensables. S'agissant de la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les recettes fiscales sont donc évaluées en fonction des évolutions indiquées par le lot de finances, des inscriptions dans les différents services et par les informations connues sur le dynamisme des taxes, participations et tarifications. Les valeurs locatives, je le rappelle, qui servent de base donc de calcul à la taxe foncière pour 2024, seront donc revalorisées de 3,9%. Cette revalorisation ne concerne que les locaux d'habitation et les locaux industriels, et non pas l'ensemble des locaux d'activité tels que les bureaux, les commerces, qui ont d'autres mécanismes d'évolution. Pour en finir avec les recettes fiscales pour 2024, l'orientation principale pour cet item est pas d'augmentation des taux de la fiscalité communale et maintien du régime des exonérations et abattements. L'attribution de compensation, c'est-à-dire le reversement de fiscalité de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire, qui représente les transferts de charges entre les deux collectivités, reste identique à l'année précédente. Les dotations de l'État, dont les montants dépendent des mécanismes de calcul, continuent à être incertaines. Il y a donc lieu de prévoir les recettes de dotation avec prudence, avec les montants identiques à ceux de 2023. La taxe communale additionnelle aux droits de mutation. Vous le savez, celle-ci dépend du dynamisme des transactions immobilières. Son montant reste incertain. La dynamique générale est au tassement du rythme des transactions dans l'immobilier ancien et les montants qui seront inscrits au budget primitif resteront donc prudents. Les recettes des services. Les recettes liées aux droits d'inscription sont difficilement mesurables car elles dépendent de critères multiples, tels que les revenus des familles, variables d'une année sur l'autre, le taux de fréquentation, etc. Les redevances des services culturels et sportifs sont également aléatoires. Néanmoins, compte tenu des éléments de fréquentation et de structure des revenus familiaux de l'année 2023, dont les caractéristiques n'ont pas été affectées par les différentes périodes de confinement et leurs conséquences durant les exercices 2020 à 2022, il est envisagé un ensemble de recettes de tarification en 2024 comparable à celui de l'an passé. Les autres produits de gestion courante et les atténuations de charges. Les autres recettes recouvrent notamment les remboursements indemnités journalières, cotisations RAFP, les titres pour trop perçus des agents liés à l'assurance statutaire, accident du travail, maternité, paternité, pour le personnel communal. Auparavant, elles étaient considérées comme des produits exceptionnels, mais avec le passage à la M57, elles sont imputées au chapitre des autres charges de gestion courante. Pour clore le chapitre des recettes de fonctionnement, en 2024, la ville de Torigny poursuivra son travail de recherche de partenariats financiers pour atténuer l'augmentation des charges courantes et contraintes. La Caisse d'allocation familiale, le département et la région contribuent à ces partenariats. Pour rappel, leur niveau pour 2023 se situe autour d'1 million d'euros. Les dépenses de fonctionnement. En 2024, les charges de fonctionnement restent impactées par le contexte inflationniste. En effet, les prix à la consommation restent élevés pour les matières premières, alimentation, produits d'entretien, et pour l'énergie. D'une manière générale, la stratégie financière pour les dépenses de fonctionnement consiste à la fois à assurer un haut niveau de service pour les habitants et en même temps à dégager un autofinancement permettant de contribuer au financement de la programmation ambitieuse d'investissement. Pour résumer cette orientation, il s'agira comme les années précédentes, de contenir les dépenses de fonctionnement récurrentes tout en veillant à maintenir la qualité des services. Parallèlement, les charges contraintes de fonctionnement progressent indépendamment de tout service supplémentaire. C'est notamment le cas de la masse salariale, des charges à caractère général et des autres charges de gestion courante. Les charges personnelles progressent en 2024 par rapport aux réalisés 2023, qui ont été légèrement moindres que celui de 2022. Cette augmentation estimée en 2024 s'explique notamment
par l'incidence en année pleine des nouvelles mesures prises par le gouvernement à l'été 2023 concernant la valeur du point d'indice, plus 1,5%, et l'augmentation de 5 points de celui-ci pour tous les agents à compter du 1er janvier 2024. D'autres mesures concernent plus particulièrement les bas salaires qui peuvent être revalorisés par une augmentation du nombre de points d'indice allant jusqu'à plus 9 au 1er juillet 2023. Cela aura une incidence en année pleine en 2024. De plus, le SMIC est de nouveau revalorisé au 1er janvier 2024. À cela s'ajoute la prise en charge des abonnements de transport qui a été revue à la hausse au 1er septembre 2023, passage de 50% à 75%. À noter que dans un contexte national de résiliation massive des contrats d'assurance des collectivités, l'assurance du personnel, quant à elle, sera d'un montant égal en 2024 par rapport à 2023, soit 160 000 €. Mais la ville a dû renégocier le mode de calcul en intégrant une franchise plus élevée sur les indemnités journalières pour éviter la résiliation et l'auto-assurance. Cela occasionnera un reste à charge pour la collectivité plus importante et donc un amoindrissement des recettes, soit donc une perte de recettes estimée à 27 000 € à risque égal en 2024. Enfin, le chapitre des charges personnelles inclut dorénavant l'adhésion au CNAS, au Comité national d'action sociale. Je vous le rappelle, l'adhésion à ce dispositif constitue une véritable avancée sociale en direction des agents municipaux. Il bénéficie désormais d'un ensemble de prestations sociales extrêmement diversifiées et adaptées à toutes les situations personnelles et familiales, dans le domaine des loisirs, des vacances, de la culture, pour ne citer que ces principaux secteurs. Le montant plafond pour la préparation du budget primitif sera donc de 8,5 millions € pour le chapitre 012. S'agissant des charges à caractère général et des autres charges de gestion courante, de manière générale, les services sont invités à la sobriété dans leurs dépenses courantes. Devront être prises en compte l'augmentation des coûts de l'énergie, chauffage, électricité et carburant, celle des prix des denrées alimentaires et des matières premières, et plus généralement les incidences de l'inflation sur les prix des fournitures et des prestations de services. Pour rappel, depuis 2020, les moyens des services ont été significativement revus à la hausse après plusieurs années de stagnation, garantissant la conduite des actions, projets et la pérennité des différentes prestations assurées. En 2024, le montant plafond envisagé pour le budget primitif est de 4 millions €. Ainsi, la sobriété dans les achats de matériel doit être la norme. La recherche de partenariats et de financement extérieur doivent être une priorité. Des dossiers de subvention seront déposés auprès de divers partenaires financiers tels que l'État, la région, l'Agence de l'eau, les départements, etc. S'agissant des charges financières, avec la hausse des taux, les charges financières, intérêts d'emprunt donc, ont progressé en 2023, mais demeurent très inférieures à tous les seuils de vigilance et à un niveau tout à fait soutenable. Les dépenses exceptionnelles, une nouveauté en 2024, ce chapitre avec la M57 disparaît. Pour information, les principales dépenses qui le constituaient sont absorbées dans les autres charges de gestion courante. Seuls les titres annulés, les valeurs comptables des immobilisations cédées et des mécanismes de neutralisation demeurent dans un nouveau chapitre des charges spécifiques. La section de fonctionnement équilibrée à hauteur de 13,3 millions €, soit donc une augmentation de 2,7%, inférieure donc à l'inflation, qui est de 4,9 selon l'INSEE. On passe maintenant à la section d'investissement. Je vous rappelle que les recettes d'investissement sont composées de recettes d'équipement, subventions d'investissement et emprunts, et de dotations, fonds divers et réserves tels que le FCTVA, la taxe d'aménagement. S'agissant des subventions, je vous rappelle que pour 2023, la commune de Torigny-sur-Marne a obtenu auprès du département le fonds d'aménagement communal pour 1 million € pour le projet de la réhabilitation de l'ancienne poste et le gymnase. La commune a également obtenu auprès de la région Île-de-France un contrat d'aménagement régional pour la réhabilitation de l'ancienne poste d'un montant de 150 000 €,
de la réhabilitation du centre culturel du Moustier et l'extension vers le presbytère pour 850 000 €. La commune porte des demandes de subventions pour les projets suivants: la modernisation de l'éclairage public des îles et fonds verts, la désimperméabilisation de la cour d'école des Pointes, des îles et fonds verts, plus agence de l'eau Seine-Normandie et région Île-de-France, la création d'un ascenseur au sein de l'école Gambetta, DETR, la vidéoprotection, bouclier sécurité du département plus la région, la création du City-Stade, région et FAFA, la rénovation du gymnase, Agence nationale du sport et région, l'éclairage du stade du Parc des Sports, FAFA plus la région Île-de-France, le Parc des Samereaux, Agence de l'eau si éligible et région Île-de-France. À noter que moins du tiers des demandes de financement DETR et des îles déposées par la ville les années précédentes ont obtenu une dotation. Ainsi, pour 2024, à défaut de notification, il conviendra d'être très prudent dans l'évaluation des subventions dans le budget primitif 2024. S'agissant de l'emprunt prévisionnel, en 2023, pour financer les travaux d'investissement, la commune a contracté un emprunt de 950 000 €. En 2024, le besoin d'emprunt est déclenché afin de compléter les recettes d'investissement et l'épargne pour le financement de la PPI. À ce stade, le montant plafond envisagé est de 4,9 millions €. S'agissant des dotations, fonds divers et réserves, et notamment de la taxe d'aménagement et du FCTVA, la prévision de taxe d'aménagement pour 2024. Cela concerne les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction, d'installation ou agrandissement de bâtiments qui nécessitent une autorisation d'urbanisme, est évaluée de manière très prudente et sera très inférieure à celle de 2023. La commune bénéficiera également du fonds de compensation de la TVA au titre de l'année 2024 en forte hausse, traduisant le haut niveau d'investissement issu du plan pluriannuel d'investissement. Les dépenses de la section d'investissement sont composées de dépenses d'équipement et de dépenses financières, c'est-à-dire le remboursement du capital des emprunts. S'agissant des dépenses d'équipement, dont vous avez eu dans le rapport le tableau, en 2024, les dépenses d'équipement vont concerner en premier lieu la poursuite de la réhabilitation du bâtiment ancienne poste et le début des travaux de rénovation du gymnase pour le patrimoine bâti de la ville. Concernant l'espace public, cela concernera donc la poursuite des travaux d'enfouissement des réseaux de la rue de Damar et du début des travaux de requalification de cette voie. L'aire de jeu du centre-ville Moustier sera complètement retravaillée afin de répondre aux besoins de la population. Les travaux de réfection de voirie et des différents réseaux comme l'éclairage public, la fibre ville et la vidéoprotection se poursuivront en cohérence avec les plans pluriannuels d'investissement des différents acteurs du territoire, CMG, département 117, concessionnaires, etc. Les services municipaux poursuivront également leur mise à jour numérique avec la modernisation de l'infrastructure et des matériels, ainsi que par la réalisation des outils déployés aujourd'hui, portail famille, logiciels financiers, RH, etc. La dette en capital. Concernant la gestion de la dette, des arbitrages permettraient de garantir une capacité de désendettement n'excédant pas 12 années à partir de 2024. En effet, en 2023, l'augmentation des dépenses énergétiques et des autres frais généraux, couplée à une dynamique des recettes seulement portée par la fiscalité directe, amène à une dégradation de l'épargne. En 2024, des arbitrages doivent être faits en fonctionnement, et notamment sur la masse salariale. Si elle n'était pas maîtrisée, aboutira à une nouvelle réduction de l'épargne, consommant l'amélioration de la situation sur les dépenses énergétiques. En effet, à partir de 2024 puis 2025, la ville anticipe sur la continuité du retour des dépenses énergétiques à des niveaux comparables à avant 2022 et la poussée inflationniste. Ce retour à des prix énergétiques plus raisonnables permettrait à la ville de dégager un peu plus de marge de manœuvre. Ainsi, la section d'investissement est évaluée à hauteur de 7 millions, dont 1 million de recettes propres et de 4,9 millions d'emprunts.
Ce total d'investissement ne comprend pas en recette le total des subventions espérées. Pour conclure, pour construire son budget primitif 2024, la commune s'appuie sur ses prévisions de recettes de fonctionnement, notamment en matière de dotation, de subventions, de fiscalité et de produits issus des services. C'est ainsi qu'elle est amenée à réfléchir à des économies pour faire face à l'inflation et aux augmentations incompressibles relatives à la rémunération du personnel communal. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières conduit à accentuer la réflexion sur la question du remplacement du personnel amené à quitter la collectivité. Des réorganisations et optimisations de services sont menées pour maintenir la qualité des services rendus aux habitants. C'est dans cette logique qu'est construite la perspective financière pour les années à venir en fonctionnement, tout comme en investissement. Pour conduire les projets structurants de la commune, il est nécessaire de réaliser des économies de fonctionnement afin d'obtenir une capacité d'autofinancement plus importante et limiter le recours à l'emprunt. Enfin, la recherche de subventions est permanente pour tout projet en fonctionnement, tout comme en investissement. Je ne terminerai pas ce ROM non sans avoir adressé mes remerciements à tous les agents du pôle ressources et finances pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Merci Serge. Je vous propose de continuer, sur le rapport d'orientation des Sauvières. Et toutefois, on votera les deux séparément, mais on peut continuer sur les Sauvières et on en débat tout de suite après. On vote tout en même. On les votera séparément, pardon. Allez. Vous avez reçu la note, donc. La création d'un budget annexe a eu lieu suite au conseil municipal du 28 juin 2018 pour retracer le financement et les coûts de l'opération nommée Projet Sauvière. Le budget annexe est dans ce cas une obligation, puisque l'opération fait partie du domaine privé de la collectivité. La réalisation d'un excédent ou la prise en charge d'un déficit par la commune à la fin de l'opération est possible. 5 parcelles ont été acquises fin 2018 pour un montant de 850 000 €, hors frais d'acquisition. Cet achat a été financé par un emprunt du même montant dont le capital est remboursable au plus tard le 6 décembre 2024. Le prêt sera prolongé jusqu'à la vente des terrains. L'autre source de financement de l'opération correspond aux avances remboursables du budget principal. Les frais de notaire, les frais de dossier de l'emprunt et les intérêts ont été financés de cette manière. Ces avances sont incluses dans le coût global du projet et devront être remboursées lors de la clôture de l'opération et du budget annexe. Pour mémoire, le 30 novembre 2023, le conseil municipal a autorisé la vente des parcelles à la société Groupe Saint-Germain pour un prix d'1,30 million €, hors taxe. Après avoir accompli toutes les formalités, cette cession n'interviendra qu'en 2025. Il est à noter que subsiste la question de rembourser le prêt contracté en 2018 pour acheter à la SPLA les terrains des Sauvières tranche 2. En effet, le prêt a été réalisé en 2018 sur ce budget annexe sur 5 ans avec un taux variable. Le capital est remboursable en une seule fois le 6 décembre 2024. Or, les conditions du prêt font que ce remboursement n'est pas conditionné à la vente de la parcelle ni à la finalisation du projet. Il faudra donc rembourser ce prêt à cette date, que les terrains aient été vendus ou non. Le calendrier du projet du groupe Saint-Germain à qui la ville va vendre les terrains pour en faire des maisons individuelles dépassera très probablement cette date. À ce jour, la ville est en cours de discussion avec le Crédit Agricole pour prolonger la date de remboursement ou reprendre un nouveau crédit permettant de laisser le temps de mener à bien l'opération pour rembourser les sommes dues. Merci. Donc, encore une fois, concernant ce budget annexe, il n'y a pas grand-chose à en dire. Effectivement, on a signé, d'ailleurs, on a quelque chose à revoter concernant cette vente. Il faut encore passer chez le notaire pour certains détails avec la SPLA. Et effectivement, ça risque d'être un peu juste. Alors, je ne désespère pas que tout soit réglé très rapidement,
Mais en fait, oui, il faut que les permis soient purgés de tout recours, etc. Ça risque d'être un peu juste pour qu'on puisse toucher les 1 030 000 hors taxes avant le début décembre 2024. Voilà. Je te redonne la main, comme ça, si on lance le débat. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, Sauvière ou ville, hein, bien sûr. Hein. Monsieur Guimet. Non, non, mais c'est... Ah oui, certes. Bien, merci. Oui, je serai court. Bien, de toute façon, il n'y aura pas de surprise de vous dire que sur un certain nombre de points, on ne partage pas vos orientations. Ce débat, cette orientation, c'est le fruit de vos années de travail d'élaboration. Il y a dedans des projets qui sont très intéressants, auxquels on approuve complètement. De toute façon, je crois que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers ce genre de projet. Je pense notamment à la question du verdissement dans les écoles, à la question d'un certain nombre d'équipements, des projets d'ailleurs que nous avions ensemble discutés et mis en place et réfléchis. Donc sur un certain nombre d'investissements, voilà, il n'y a pas de difficulté sur des grandes lignes. Cependant, sur le constat, sur les enjeux notamment, bien sûr, qui se trouvent à la base d'être une augmentation des taux d'imposition à la base de début de votre mandat, et sur le fait qu'aujourd'hui, il y ait à la fois d'abord dans les commissions un certain flou sur ce qui restait en excédent, sur le fait que nous, on aurait eu, si en tout cas c'est Monsieur Gillot me permettait de vous le dire, qu'il lui manquait quelqu'un nombre d'informations, sur le fait également que, eh bien, on ne partage peut-être pas le même constat sur les choix de restrictions budgétaires que vous peut-être vous apprêtez à faire, si j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, Monsieur Sakharov. Voilà, bon, on en est au débat d'orientation budgétaire, on en est à une phase qui est aussi une forme de constat et de bilan de ce que vous faites sur les marges de manœuvre de la collectivité, qu'elle vous avez dressées, avec une inquiétude qui peut être partagée en effet sur à la fois passé, un taux d'inflation qui était élevé, et à la fois futur, une difficulté pour les collectivités de trouver de nouvelles marges de manœuvre. Donc, fort de ce constat, nous voterons contre sur ce budget, mais nous restons attentifs sur la traduction qu'il y en aura dans le cadre du budget que vous allez proposer et que nous serons peut-être amenés à faire évoluer notre choix. Très bien, merci. D'autres interventions? Je vais répondre. Nous ne présentons pas de budget. Là, nous sommes en train de présenter les orientations générales. Donc là, le budget, on verra ça dans un gros mois, si vous voulez. Oui. Très bien, merci. Sur les Sauvières, rien à redire non plus. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vous propose de passer au vote. On va commencer par le budget ville. Qui vote contre? Alors, ceux qui ont des pouvoirs, bien entendu, on lève bien la main, les deux mains. C'est bon pour... Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour les Sauvières, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Abstention, hein? D'accord. Juste une question, vous préfériez voir des immeubles à cet endroit-là, non? Pas au lieu des maisons? Non, mais attendez, monsieur Da Silva, si on était préféré faire les immeubles, Le vote étant fait, il n'a pas. on vote contre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave.
Simplement, c'est le projet que vous avez mené avec les choix que vous avez faits, sans être fondamentalement contre le projet, puisqu'on était quand même plutôt globalement d'accord sur l'orientation. Il y a la question de l'équilibre et la question aussi des acteurs que vous choisissez. Et donc, dans l'ensemble, il n'y a pas de contre à avoir, mais il n'y a pas forcément de blanc-seing à vous donner en attendant la conclusion de ce projet. Très bien. Le point suivant, le rendu compte de l'emprunt. Bien, donc c'est un rendu compte. J'en ai déjà parlé dans le rapport d'orientation budgétaire. Il s'agit donc du fait de sa proximité géographique au conflit en Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures russes. L'Europe est la région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre. Cette situation a conduit la Banque centrale européenne à augmenter de manière significative ses taux d'intérêt. De plus, sur fond d'incertitude et d'inflation élevée, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises ralentissent à un niveau préoccupant. En France, l'inflation a atteint 4,9% en 2023 et les taux d'intérêt ont eux aussi augmenté. Les modalités de l'emprunt, donc l'emprunt que nous avons souscrit en 2023, donc d'un montant de 950 000 euros. Je rappelle qu'au BP 2023, nous avions inscrit environ 3,7 millions et on n'a emprunté que 950 000 euros. La Caisse d'épargne a présenté l'offre la plus avantageuse. Celle-ci est dotée d'une phase de préfinancement de fonds et d'une phase d'amortissement. Je ne vais pas tout lire. Donc, le montant de 950 000 euros à un taux de 3,64%, ce qui, à l'époque, était quand même pas mal compte tenu du montant de l'inflation, qui était à 4,9%, je le rappelle, sur une durée de 20 ans. Et le contrat de prêt a donc été signé le 26 décembre 2023. Soutenabilité de l'emprunt. Les dépenses d'investissement. Elles concernent les frais d'études, des travaux dans les bâtiments publics tels que la réhabilitation de l'ancienne poste, du Moustier, gymnase, îlot de fraîcheur, école des Pointes. En outre, on y trouve des travaux de voirie et des réalisations concernant les espaces verts, notamment aire de jeu rue du Moustier et des dépenses portant sur les réseaux d'éclairage public. Enfin, il y a des achats de matériel informatique, technique et le renouvellement de la flotte automobile. Donc là, c'est un rendu compte. Il n'y a pas de vote. C'est bon. Merci. On pourrait rajouter que cet emprunt a été soutenu par la Banque européenne d'investissement, en collaboration avec la Caisse d'épargne, bien entendu, et que c'est un emprunt effectivement fléché, comme tu viens de nous l'expliquer. Le point suivant, il n'y a pas de vote sur ce, c'est juste un rendu compte. Le point suivant, rendu compte, modification de régie. Tu le fais ou vas-y, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, j'y vais. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal donc, de la suppression de la régie de recettes marché aux denrées et la fin de fonction de régisseur et des mandataires pour cette régie. Cette décision intervient sur les conseils de la trésorerie de regrouper des régies. Cette régie ayant peu de mouvement fait donc l'objet d'une suppression, mais elle sera regroupée sur une future régie ST. Donc, c'est juste un compte-rendu. Merci. Effectivement, il n'y a pas de régie sur le marché aux denrées, puisque le marché aux denrées, on ne fait toujours pas payer, je ne dis pas de bêtises, on ne fait toujours pas payer les exposants. Voilà. Le point suivant, intercommunalité, prise d'acte du rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous avez tous été destinataires de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, puisqu'il a eu lieu, alors pas chez nous, mais à Marne et Gondoire. Donc vous avez tous été destinataires de ce rapport. Il n'y a pas de vote là-dessus, c'est juste un rendu compte aussi. La CMG. Il y a un vote pour la prise d'acte du rapport de la Chambre régionale des comptes. D'accord.
Eh bien, je vous demande de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est l'adoption du rapport de la CLECT. Serge, t'en dis un mot, t'en fais partie. Oui, allez, un petit mot. Donc, rapport de la CLECT au 20 novembre 2023 qui ne concerne pas Torigny-sur-Marne, donc très rapidement. Je vous rappelle que la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLEC, donc, est chargée de valoriser les charges transférées entre la commune et la communauté d'agglomération, afin de garantir à la communauté d'agglomération les moyens pour financer les charges transférées. Donc, vous avez lu le rapport, ça concerne essentiellement donc, les communes de Lagny-sur-Marne pour le service commun des finances, ça concerne Bussy-Saint-Georges pour le service commun de la lecture publique, et enfin, ça concerne des rectifications techniques pour les villes de Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes. Et c'est tout. Donc après, évidemment, vous savez qu'il y a un impact donc, sur les attributions de compensation. Donc nous, notre compensation reste identique à celle de 2023. Oui, elle n'a pas bougé puisqu'on n'a pas transféré d'autres activités à Marne-et-Gondoire. Effectivement, il y avait eu quelques ajustements parce qu'il y avait eu des erreurs par rapport à Saint-Thibault, me semble-t-il, et peut-être Lagny, il y avait eu des erreurs sur ce qui avait été calculé l'année dernière. Voilà. Donc, et on doit juste en prendre connaissance et voter. On vote aussi la CLECT, hein, oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne les ressources humaines et la suppression de postes des emplois de police municipale. Pareil, vous avez tous reçu, on en a parlé au dernier conseil municipal, on en a parlé en commission. Comme vous le savez, nous allons passer sur une police pluricommunale. Les textes, les conventions sont votées, on est en attente de retour de la préfecture, donc tout est en place. Et nous devons de supprimer tous les postes de police municipale sur la ville de Torigny, puisque nous avons voté cette pluricommunale, on l'a voté en novembre. Et donc, du coup, on se doit donc de fermer tous les postes. Donc, il y avait 3 postes de gardien brigadier, par exemple, un emploi de brigadier principal, un de chef de service, un de chef de service, un principal de 2e classe, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute la liste. Et donc, à partir de ce vote, si vous en êtes d'accord, si on vote pour, toute la police municipale de Torigny est transférée à Lagny. Et après, on ne va pas revenir sur le débat qu'on a eu au mois de novembre. Ils seront remis à disposition sur le Nord-Marne et non pas que sur Torigny, puisqu'il est prévu à terme 8 policiers municipaux sur le territoire de Torigny, Damar, Pomponne, avec 6 policiers qui vont patrouiller en journée, alors avec les roulements bien entendu, plus 2 policiers qui seront rémunérés par les villes du Nord-Marne, 2 autres par la ville de Lagny pour tourner en nocturne jusqu'à, selon les jours, mais au minimum 2 heures du matin. Voilà, donc on aura des patrouilles de nuit dès que tous les éléments, dès que toutes les conventions seront revenues de la préfecture. Madame Pires a énormément travaillé là-dessus, donc elle est également bien au courant du dossier. Je pense que je n'ai pas dit de bêtises en disant ça. Voilà. Et que, alors, contrairement à quand on a écrit ce texte,
on n'avait pas encore l'accord, pardon, on n'avait pas encore l'accord de la policière, de l'agent, pardon, de l'agent en poste à Torigny. Depuis, les choses ont évolué. Elle a accepté la mutation, donc elle sera mutée à Lagny, avec possibilité, si elle le désire, de revenir prendre son poste tous les matins dans notre belle ville. Voilà. On l'a accompagnée, on ne l'a pas laissée, on l'a accompagnée, je l'ai reçue plusieurs fois avec madame la DGS, le DRH, on l'a conseillée, accompagnée, on lui a tout expliqué et elle a accepté de muter. Elle nous a donné son accord il y a 2-3 jours. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bon, à partir du moment où vous nous informez que l'ensemble des agents concernés sont... Il y a une issue favorable entre les orientations des 2 collectivités concernées et leur parcours. Il n'y a pas de raison, en effet, de s'opposer à ce point. Peut-être qu'en novembre, on avait évoqué le fait qu'on était sur une phase de test et que donc, bon, ça ne coûte pas grand-chose de supprimer les postes si nécessaire de le recréer si jamais le test n'est pas concluant. Enfin, en tout cas, voilà, ça reste quand même dans notre esprit l'idée d'une phase test pour voir ce que ça donne. Donc la suppression, c'est bien de le dire en conseil municipal, n'est pas forcément la validité in fine. Il faudra faire un bilan à 1 an et à 2 ans pour voir comment les choses tournent et comment ça fonctionne. Parfois, la mise en synergie, en mutualisation, ça fonctionne bien. Parfois, il y a des difficultés autres. Donc, on propose qu'on fasse un bilan et on reverra à ce moment-là notre position. Les ASVP restent intercommunales. Hein. Les ASVP restent à la commune, effectivement. Mais vous savez à quel point c'est difficile, hein, je ne sais pas, vous, je vais apprendre ça, à quel point c'est difficile de recruter des policiers municipaux. Donc voilà, on a tout fait pendant des années. On garde, et puis, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans les textes, ça a été écrit dans les conventions que vous avez toutes et tous eues. Donc, à la charge de Torigny, 4 policiers, à la charge de Pomponne, 2 policiers, et à la charge de Damar, 2 policiers. D'ailleurs, on avait 4 postes ouverts à Torigny, donc ça ne change rien au point de vue rémunération, sauf qu'on n'aura plus la charge DRH de ces personnes. Voilà. Je tiens à le rappeler, on avait donné un avis positif sur le projet. C'est juste que, à titre personnel, moi, je suis prudent sur cette marche forcée des transferts et des choses qui peuvent échapper à une certaine proximité avec les habitants. On a sur des sujets résistés à Torigny par rapport notamment à l'urbanisme, par rapport à d'autres choses, et que là, à partir du moment où on donne un avis positif pour y aller, c'est quand même avec l'idée derrière qu'il ne faut pas qu'un certain nombre de services de proximité échappent à la proximité. Donc là, on peut y trouver du mieux, puisqu'en effet, il y aura une équipe qui va travailler ensemble, qui vont pouvoir se remplacer, qui vont pouvoir se suppléer les uns les autres, mais parfois, il faut être quand même attentif, puisque c'est qu'un essai, et c'est le début de cette expérimentation. Voilà le sens de notre position. Je vais quand même rajouter que ces policiers prendront leur service à Torigny, et ils iront sur le Nord-Marne, Damar, Pomponne, Torigny, que ce ne sont pas des policiers différents tous les jours. Ce qui permet cette proximité, ce seront des policiers dédiés au Nord-Marne. On ne va pas parler Torigny, on va parler Nord-Marne. Mis à part Carnotin, qui pour l'instant n'a pas adhéré parce que, bon. Donc ce sont des policiers qui sont dédiés au Nord-Marne et ils prendront leur service au Nord-Marne. Ils ne prendront pas leur service à Lagny avec un chef de poste ou un adjoint du chef de police de la PM de Lagny, un adjoint qui sera en place à Torigny. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui sera dédiée au Nord-Marne. Avec, bien entendu, avec la possibilité, on ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, s'il y a un gros coup dur au sud ou au nord, ils auront la possibilité de traverser la Marne et dans un sens ou dans l'autre. C'est une évidence. C'est une évidence. D'ailleurs, les véhicules auront normalement, c'est pas très important, mais auront les logos des 4 villes sur les véhicules.
Y a-t-il d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Et puis, si je peux rajouter, effectivement, rien ne nous empêche, si jamais ça ne fonctionnait pas, ben oui, on peut mettre un terme. Alors, on ne peut pas le faire comme ça, hein, mais c'est prévu dans la Convention. Et c'est justement, on s'est mis des barrières, enfin pas des barrières, mais des garde-fous pour que justement, ça pourrait être aussi l'ANI qui déciderait un jour de dire, bah, c'est fini, on ne vous met plus de policiers à disposition. Il y a des garde-fous pour que justement, on ne se retrouve pas du jour au lendemain sans aucun policier au Nord-Marne. Voilà, tout ça a été prévu. Merci pour votre vote. Je garde la main pour le point suivant. Convention avec le CDG. Serge? Non? Non, d'accord. Bien. Non, ben je vais le faire, pas de souci. Donc, comme vous le savez, pour bénéficier de missions facultatives proposées par le Centre de gestion de Seine-et-Marne, auquel la commune est affiliée, il est nécessaire de signer, comme chaque année, une convention unique d'adhésion aux missions optionnelles. Donc, je ne vais pas non plus vous lire tout le texte, vous l'avez eu, mais pour exemple, actuellement, pour un départ, pas pour un départ, un départ en congé maternité, nous avons fait appel au centre de gestion qui a mis un agent pour remplacer ce départ en congé maternité. On ne dit pas départ du coup, mais bon. Pour ce congé maternité, le centre de gestion nous a trouvé quelqu'un pour remplacer cet agent en congé maternité. Voilà un des exemples. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. C'est la possibilité qui nous est offerte d'adhérer à certaines missions facultatives, donc on ne se ferme aucune porte. Voilà, tout simplement. Merci. Je vous demande de passer au vote, à moins qu'il y ait des questions. Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, Madame Grégoire, enfance, jeunesse. Ah non, c'est le BAFA, Monsieur Loiseau. Vas-y, Jessie. Donc là, c'est pour renouveler la proposition de formation théorique au BAFA. Donc pour rappel, le BAFA, c'est un diplôme destiné à encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des mineurs en accueil collectif et dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative. Donc il permet d'encadrer la vie quotidienne et les activités de loisirs des mineurs accueillis collectivement dans les accueils de loisirs et les séjours des vacances, régulièrement déclarés et enregistrés auprès du SDJES du département. Il s'obtient en 3 étapes de formation sur une durée de 30 mois maximum à partir du premier jour de la session théorique, dès lors que le candidat est âgé de 16 ans révolus. Donc la ville a souhaité mettre en place une formation complète du BAFA à destination des jeunes de Torigny et des animateurs du centre de loisirs, qui sont des animateurs non diplômés du centre de loisirs. Donc c'est donc dans cette volonté de proposer une formation BAFA complète que le service jeunesse met en place cette année la première étape du BAFA, qui est la formation théorique, en signant la convention avec la Ligue de l'enseignement. Il est donc proposé au conseil municipal la mise en place de cette formation, donc aux dates suivantes, du 6 avril 2024 au 13 avril 2024, donc soit 8 jours de formation. Ça concerne 20 stagiaires. Sous quelles conditions? Donc la Ligue de l'enseignement s'engage à l'élaboration et à la mise en œuvre du contenu de la formation, à mettre à disposition un directeur de session et du matériel pédagogique, ainsi que de gérer les frais de fonctionnement de
des stages. La commune s'engage de ce côté à mettre à disposition un agent diplômé expérimenté en animation pour accompagner le directeur de session, des salles adaptées à la formation et à l'effectif du groupe, ainsi qu'une salle pour partager les déjeuners. Donc, en ce qui concerne les coûts, il s'agit de 260 € par stagiaire. Donc, pour 20 stagiaires, ça fait 5 200 €. Pour les agents employés de la ville et les tauriniens, ça leur resterait un reste à charge de 90 €. Et pour les hors communes, c'est un prix total donc de 260 €. Ce qui veut dire que la ville prend en charge 170 € pour les habitants, pour les tauriniens et pour les agents de la ville. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Ben, ce coup-ci, c'est bien toi. Madame Grégoire. Oui, bonsoir. Donc, je vais aborder le point du règlement intérieur de la petite enfance. Donc, nous l'avons déjà abordé en mai 2022, car nous avons fait des modifications sur ce règlement intérieur dans l'objectif de délivrer des informations supplémentaires sur le fonctionnement de ce service aux familles. Nous l'avons également revu en février 2023, suite à la demande de la Caisse nationale d'allocation familiale, pour y intégrer le taux de participation familiale par heure. Voilà. Ici, il convient d'actualiser de nouveau ces barèmes, tout en complétant les informations et les points qui ont été complétés sont listés en dessous. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter ce nouveau règlement intérieur de la petite enfance. Merci, qui est en fait une mise à jour. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et qui a été présenté, je crois, au conseil de crèche il y a quelque temps. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Madame de Dieu. Oui, elle voudrait... Ah, pardon. Ah, c'est bon. Bon, excusez-moi. Donc, ce n'est pas une question. Simplement, je voudrais recevoir le document dès qu'il sera finalisé complètement, quoi. Le règlement complet. Bah, moi, j'ai pas. J'ai juste une page qui précise simplement ce qui va être modifié. Oui. D'accord. Bon. Bon, je vérifierai donc sur. Oui. J'ai pas besoin du papier pour ça. Il y a une trentaine de pages. Je vais pouvoir avoir accès aux documents. D'accord, merci beaucoup. On passe au vote. Comment on éteint, là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, toujours Natacha. Oui, donc le point suivant concerne la convention avec la ville de Carnetin au sujet des frais de scolarité. Donc, la ville de Torigny scolarise actuellement 25 élèves de Carnetin donc pour l'année 2023-2024. La commune de Carnetin s'engage à rembourser annuellement le coût que représente la fréquentation des enfants dans les écoles de Torigny et les modalités sont fixées par le biais de cette convention. Cette dernière doit être renouvelée à compter du 1er janvier 2024 selon les mêmes modalités. Donc, il est demandé au conseil municipal de voter pour autoriser monsieur le maire à signer cette convention entre Torigny et la ville de Carnetin. Merci. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et le sujet suivant, c'est dans la continuité, c'est la restauration.
Tout à fait. C'est la convention également avec la ville de Carnotin concernant la restauration scolaire. Donc, comme dit précédemment, nous accueillons sur notre commune 25 élèves de Carnotin. Donc, concernant les frais de restauration, sans cette convention entre les deux communes, les familles se verraient appliquer un tarif hors commune. Donc, Ainsi, la ville de Carnotin et la ville de Torigny décident de convenir en matière politique tarifaire vis-à-vis des familles de mécanismes conciliant l'intérêt des familles, ainsi que le principe de gestion des parties présentes à cette convention. Donc, cette convention, elle est à renouveler car elle arrive à échéance, à compter du 1er janvier 2024. Il est donc demandé, de nouveau, au conseil municipal de voter pour autoriser monsieur le maire à signer cette convention entre les deux communes. Merci. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant concerne la demande de DECIL. Alors, DECIL, c'est dotation de soutien à l'investissement local. Donc, nous avons, comme tous les ans, on monte des dossiers de demande de DECIL et autres. Et là, en l'occurrence, on vous demande de voter pour m'autoriser à déposer ce dossier pour la réalisation, on en parlait tout à l'heure, de la cour de l'école des Pointes, et puis également pour la modernisation de l'éclairage public, puisque on poursuit notre programme de mise en LED de notre éclairage public. Et donc, pour pouvoir monter ce dossier, vous devez m'autoriser à signer tous les documents. Vous avez reçu tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous faire une idée. Si je reviens rapidement sur les travaux, c'est la désimperméabilisation des sols, 70% de la surface totale, contribuer au bien-être des enfants, bien évidemment, implantation d'arbres et de végétaux, récupération de l'eau de pluie, création de jardins pédagogiques, implanter du mobilier éco-responsable, implanter des zones pour le développement physique et intellectuel des enfants, intégrer les besoins et sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Et puis les objectifs, développer un lieu de verdure, proposer un lieu calme et de repos, créer un espace rafraîchi plus agréable pour tous et préparer et accompagner les usagers de cet espace. Voilà, donc on va remonter ces dossiers en espérant avoir gain de cause, parce que souvent, quand on dépose des dossiers, et puis malheureusement, des fois, il n'y a plus d'argent dans les caisses des uns et des autres, et on nous dit retentez l'année prochaine. C'est ce qu'on refait cette année. C'est à peu près ça. Y a-t-il des questions ou on passe au vote? Monsieur Guimet. Quel est l'état de la concertation sur ce sujet qui est un sujet important, mais qui implique forcément la communauté éducative? Comment ça s'est passé? Il y a eu des réunions avec la communauté éducative, effectivement, avec les enfants. Et puis, peut-être que tu peux en dire deux mots, mais effectivement, il y a eu de la concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative et des enfants. Natacha. Oui, tout à fait. Donc, le projet a été présenté tout d'abord aux équipes enseignantes, notamment aux directeurs, qui ont dû relater dans leurs équipes. Puis, nous avons rencontré les directeurs des Pointes, enfin directrices des Pointes, pour commencer ce projet qui a été entamé avec les enfants et suivi et réalisé par les enfants, où ils ont pu créer leur cours idéal. Donc, des choses surprenantes, mais bon, c'était plutôt intéressant pour eux et pour nous. Et ensuite, nous sommes dans la phase de travail sur ce projet de finalisation pour commencer les travaux. Voilà, les parents d'élèves ont également été associés au sein de l'école des Pointes, et cette démarche sera renouvelée sur chaque structure, sur chaque groupe scolaire.
Voilà. Merci. Oui. Donc, du coup, question annexe avec l'état d'esprit général à la fois de la communauté éducative, donc des enseignants et des parents, sur les orientations de ce projet sont en parfaite adéquation. Il n'y a pas d'interrogation sur pas des questions diverses comme le pourcentage qui reste en dur, sur comment va se configurer la cour. Toutes ces orientations-là ont été discutées et les enseignants comme les parents d'élèves ont donné un avis positif. Bon, en tout cas, ils y ont participé. On n'ont pas relevé de mécontentement sur ce projet. Ils y adhèrent tous et soutiennent la démarche de la municipalité. Après, dire qu'ils sont contre, non, il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a pas eu de... Ils ont tous participé, ils ont eu leur moment pour pouvoir dire leur ressenti. Donc, non, il n'y a pas eu de... Pour l'instant, il n'y a pas de problématique. Ils sont plutôt contents qu'effectivement que les cours soient revégétalisés et que on voit un petit peu autrement, même si ça change pas la face du monde. Hein. Attention, c'est pas une révolution où on enlève tout ce qui existe sur la cour, mais en tout cas, les souhaits des enfants et des enseignants sont respectés. Par exemple, sur un espace de jeu qu'ils puissent toujours utiliser, même s'il y a de la végétalisation, puisqu'ils ont besoin de faire des activités sportives au sein des écoles. Et puis, pour le reste, il n'y a pas eu... Enfin, ça se passe bien. Voilà. Oui, ne voyez pas de mal à mes questions. Simplement, on sait que ce genre de projets qui sont très importants, on nécessite beaucoup de discussions parce que ça change les habitudes, ça crée parfois de l'imagination, de l'anticipation que les choses vont être plus compliquées et que donc un bon projet comme ça réussit, c'est quand on apporte l'adhésion. Dans certaines collectivités, le même projet identique se passe pas très bien parce que les habitudes, parce que ou l'organisation aussi simplement du temps de récréation, du temps sportif, sont pas bien pensés. C'est pour ça que, avant de voter, j'avais envie de connaître un peu votre ressenti sur comment vous avez senti l'adéquation se faire, le projet se faire dans la communauté éducative. Donc, fort de ça, on votera pour, mais on souhaiterait sur les autres phases, parce que maintenant il va y avoir la phase ensuite derrière de mise en œuvre. Voilà, que cette concertation continue, parce que les autres phases, elles sont aussi très importantes. Il peut y avoir des nouveautés qui apparaissent, des points d'interrogation. Voilà, sinon on votera pour ce projet. Bien sûr. Merci. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame Grégoire, c'est quand même une petite révolution. Et alors, les parents ou même le corps enseignant pourraient peut-être nous reprocher de ne pas aller assez loin, mais après, c'est aussi une question financière. Hein. Mais voilà, ils adhèrent au projet, bien entendu. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Merci. On passe au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis, dans la suite, je pense que là, ça ne donne pas lieu à discussion, bien que, puisqu'on demande aussi une subvention dans le cadre de la DECIL pour le projet de rénovation de l'éclairage public. Voilà, on va remonter aussi les dossiers pour avoir un peu de subventionnement, pour passer encore une fois, comme on l'avait dit, à la LED. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Compte rendu des marchés publics, je pense que vous avez tous lu ce que vous avez tous reçu. Y a-t-il des questions sur ce compte rendu des questions sur les marchés publics? Je vous propose de passer au vote. C'est un rendu compte? Ah, pardon, c'est un rendu compte, oui, bah oui. Je l'ai dit en plus, c'est marqué. OK. Non, je voulais dire, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc, OK. Le point suivant. Redevance d'occupation du domaine public.
Alors, sur le... Non, il n'y a personne particulier qui le fait. Non, je vais le lire vite fait. Par délibération de mars 2023, le conseil municipal définissait les redevances d'occupation du domaine public. Il n'y a pas de changement, il est juste proposé d'ajouter une redevance pour l'occupation d'un équipement public. Par exemple, pour le tournage d'un film, vous avez un tableau annexé. Pour le tournage d'un film, le tableau est donc actualisé et joint. Voilà, le tableau est joint à cette notice. Donc, il vous est. On crée les 3 dernières lignes. Oui, oui, tu as raison. Mais je vois rien, il fait trop. On aurait dû allumer cela. Donc, on crée les 3 dernières lignes sur le tableau que vous avez eu sur les redevances d'occupation du domaine public communal. C'est occupation du domaine public pour production étudiante. Ça, c'est gratuit. Occupation d'un équipement public en demi-journée, soit 4 heures, à 400 €. Et occupation du domaine public en une journée, soit 8 heures, sans interruption, au prix de 700 €. Parce qu'on a des demandes pour venir tourner soit des spots publicitaires, soit autres. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent gratuitement. Je crois même qu'on n'a pas le droit de le faire gratuitement. Donc, voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Guimet. Bon, c'est vraiment anecdotique, mais je pense que sur les spots publicitaires, ça paraît assez évident qu'un usage commercial de la ville soit... Ça me paraît dans le bon sens. Sur la question des films, parfois, on a des budgets, même quand ce n'est pas des films étudiants, qui sont des films d'auteur. Je trouve que quand ça arrive dans une collectivité, ça valorise. Je pense sur l'idée que peut-être il y a sur les thèmes de l'occupation, des règles à respecter vis-à-vis des voisinages, parce que des fois ça peut déborder et que ça peut donner à des conséquences plus que sur le fait de récupérer un peu d'argent quand il s'agit de films d'auteur. Donc c'est pour ça que sur la partie spot publicitaire, on aurait pu scinder spots publicitaires et éventuellement films, parce qu'on n'aura pas des films à gros budget, je ne pense pas, qui vont apporter énormément. Mais des très gros budgets, si c'est un film d'ici, c'est plutôt un film d'auteur. Par contre, le fait qu'on n'ait pas de débordement puis qu'on soit bien cadré sur ça avec des réglementations, ça peut être intéressant. De toute façon, il y aura, si ça arrive, et là on a une demande, je crois, 1 ou 2 demandes, qui ne va peut-être pas se faire. Il y aura bien entendu une convention de signer entre la ville et le producteur ou le réalisateur, bien entendu. Oui, vas-y. Pardon. Ah, c'est parce que... Voilà. Oui, juste une précision. On crée bien une tarification pour l'occupation d'un équipement public au sens large du terme. Pour être concret, en l'occurrence, il y a une demande en cours qui va probablement pas se faire, mais qui concernait le stade. Donc, on considère que le stade est un équipement public, mais la tarification pour l'occupation sur de la voirie ou des espaces publics existait déjà. Donc, la création, par rapport à votre inquiétude sur d'éventuelles nuisances, qui est parfaitement légitime, on peut s'attendre à ce que tourner dans une salle de classe, par exemple, ou pour reprendre l'exemple que j'ai pris sur le stade, bon, les nuisances soient moins fortes. Mais c'est bien sur cet aspect-là la création. Pour l'avoir vu de près, même dans des locaux internes, on peut être surpris du niveau sur les équipements, éclairage, etc., avec des choses qui débordent et avec parfois quand même des dégâts qui peuvent être faits. C'est vrai que quand ça arrive, il ne faut pas laisser les clés. D'intérêt qu'il se passe quelqu'un qui vérifie. Merci de vos réponses. Merci. On ne l'a pas voté, ça encore. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le sujet suivant, urbanisme, Bernard Durca, sur le toilettage. Voilà. Donc, le PLU que nous avons voté le 10 février 2022 est désormais exécutoire. Dès lors, il convient de mettre à jour la délibération du 20-09-2012 instaurant le droit de préemption sur les zones U et AU de l'ancien PLU de la ville.
Il est rappelé que les dispositions relatives au droit de préemption sont fixées par celles résultant de la loi d'aménagement du 18 juillet 1986 et du décret d'application numéro 87884 du 22 avril 1987 dans leur dernière version en vigueur à ce jour. La commune dotée d'un PLU opposable au tiers peut instituer par délibération le droit de préemption urbain sur toutes les zones A et AU définies au PLU, conformément aux dispositions des articles L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Il est donc proposé au Conseil d'instituer le droit de préemption urbain sur le nouveau périmètre des zones U et AU du dernier PLU, afin de donner à la commune la possibilité de constituer des réserves foncières qui recevront à terme des opérations destinées à favoriser son développement économique et social, ou toute action spécifique entrant dans le cadre des actions définies par l'article L301 du Code de l'urbanisme. Alors, vous avez donc en appui de ça une carte, je ne sais pas si on l'a. Vous ne l'avez pas sur l'écran? Enfin, tout le monde l'a vu dans le notice. Voilà. Et comme son nom l'indique dans le titre, c'est bien un toilettage. Hein. Oui, tout à fait. Il y a et pas puis, eu de... c'était très ancien. Dans les archives, on avait du mal à retrouver Voilà, certains documents. Donc, autant le repasser, le revoter. Comme ça, on aura toutes les archives et les publications dans les journaux, etc. Effectivement, c'est une précaution. Qui nous garantit les interventions sur ces secteurs. Voilà. Merci. On passe au vote. Oui. Allez-y. Sur la délibération, c'est marqué d'un côté A et AU et l'autre U et AU. Bon, c'est juste une petite... Oui, mais c'est rien de... Voilà. Pour que la délibération soit parfaitement... Voilà, c'est U et AU, hein, on est d'accord? Bon, c'est un point de détail. En haut, c'est marqué zone A et AU, et ensuite, sur la deuxième, il est proposé U et AU. Voilà. Non, mais on est bien d'accord, mais c'est juste comme ça que la délibération ne soit pas à refaire. U et AU. Très bien. Faudra la vérifier. Ah, d'accord. J'attends avant de voter ou... Non, c'est bon? D'accord. D'accord. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant. Tu veux faire ou... Il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est l'acquisition d'une parcelle rue des Combaux, hein, AH 388, pour ne pas la nommer. Effectivement, c'est une parcelle qui nous a été proposée pour environ 900 mètres carrés, située donc à proximité du rond-point des Salvâtres et Combaux. Cette parcelle qui est constructible nous a été proposée par des mandataires judiciaires pour un prix défiant toute concurrence pour 5 000 € TTC. Donc, bien évidemment, alors ça faisait des années hein, qu'on voulait acheter, que la ville voulait acheter, mais pour le coup, là, ils se sont décidés. Et donc, je vous propose de voter pour l'acquisition de cette parcelle. 900 mètres carrés à 5 000 €, ça ne se refuse pas de mettre ça dans le patrimoine de la ville. Voilà. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant. Nous avons voté au mois de novembre donc en faveur du groupe Saint-Germain. Pour mémoire, 1 030 000 hors taxes, soit 1 236 000 € TTC, pour les parcelles de la tranche 2 du projet Sauvière, sur environ 2 550 mètres carrés.
affectés à qui étaient au départ affectés à du logement. Donc, toujours sur ce projet de maison individuelle, avec en plus, mais ça ne nous concerne pas, ça concerne, mais c'est une condition, c'est le rachat d'une maison le long de la rue d'Amar pour faire un accès, pour faire un accès et désengorger la rue Gallieni, pour faire un accès vers la rue d'Amar. Si on revote, si je vous demande de revoter aujourd'hui, c'est que sur celui qu'on a voté au mois de novembre, il était marqué que les bâtis, que tout ce foncier, il n'y avait aucune pollution, ni dans les sols, ni dans les maisons. C'est une coquille, on n'a pas fait attention. Et effectivement, il y a 2 maisons sur ce foncier, à minima. Et ce que nous disait le notaire, il suffirait qu'il y ait une flaque d'huile sur le terrain pour qu'on considère que ce terrain est pollué et donc éventuellement casser la vente. Donc pour nous sécuriser, je vous demande de revoter à nouveau avec ce texte-ci. Les bâtis présents sur les parcelles étant porteurs, alors il y a un petit peu d'amiante sur une des maisons, ce qui est le cas de beaucoup de maisons. Il convient donc de supprimer la condition suspensive relative à l'absence d'amiante et de toute forme de pollution. Voilà, le reste de la délibération, bien entendu, reste inchangé. Je peux vous le lire vite fait et rapidement. Les conditions, obtention du permis de construire, bien entendu, ou de démolir. Libre de toute location, ce sera le cas. Projet réalisable sans fondation spéciale et cuvelage, ça va être le cas. Absence de servitude gênant ou empêchant le projet. Absence de prescription archéologique préventive. Absence d'amiante et de toute forme de pollution. C'était ça qu'il y avait. En fait, vous avez relu la délite telle qu'elle était avant. C'est sur la page 2. Ah, pardon. Ah, ben oui, je me disais, il y a quelque chose qui me. D'accord. Ah, ben voilà. C'est plus simple. Mais bon, dans l'absolu, je disais qu'il fallait. Je l'ai expliqué. Oui, je suis en train de relire ce qu'il y avait au-dessus. Donc, maintenant, les nouvelles. C'est obtention du permis de construire. Bien vendu, libre de toute location, absence de servitude, absence de prescription archéologique et remembrement c'est aussi une des conditions, avec la parcelle de monsieur, on n'a pas besoin de dire son nom, et de m'autoriser donc à signer tous les documents relatifs à ce dossier, et notamment la promesse unilatérale de vente ainsi que l'acte authentique de vente qui en résulteront et qui seront dressés par un notaire désigné à cet effet. Notaire qui n'attend plus que ça pour nous faire passer à la signature. Voilà. Y a-t-il des questions? Eh bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense. Non, c'est Anne-Lise, oui, mais je ne l'avais pas. Donc, le dernier point du jour, c'est un point info sur la vente du patrimoine immobilier 3F, Madame Greza. Oui, donc une information concernant 3F Seine-et-Marne, notre bailleur présent sur notre commune. Donc, ils ont effectivement le projet de la vente de pavillons et de 22 pavillons et de 4 appartements situés dans la résidence du Moulin à Vent. Donc, cette vente sera réservée exclusivement aux locataires. Le locataire n'a aucune obligation d'achat. Des travaux seront effectués de remise en état pour certains. 3F a réalisé une expertise afin de déterminer les valeurs des logements. Si vous avez des questions. Merci. Oui, donc cette société qui possède, je l'avais éteint, qui possède de l'immobilier, entre autres, et c'est ça qu'ils veulent vendre dans le domaine du moulin à vent, des pavillons surtout.
Ils veulent, mais ce ne sont pas les seuls, hein, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de bailleurs qui veulent vendre une partie de leur patrimoine pour pouvoir investir ensuite. Donc, ils veulent vendre une partie de ce patrimoine, bien évidemment. Alors, ça a déjà été refusé une fois, hein, parce que les choses n'étaient pas... Concrètement, ils avaient outrepassé, voilà, ils n'avaient pas fait le nécessaire. Ça les a un peu énervés, mais ce n'est pas grave, hein. Donc, on les a reçus à nouveau. Le préfet doit aussi donner son accord. Et il est bien évident que ce patrimoine doit être remis en état pour certains qui sont un peu dégradés, l'isolation et entre autres, etc. Vérification des toitures. Ils doivent accompagner les futurs propriétaires. Et il y a quand même quelque chose qui n'est pas anodin, pardon, c'est qu'au bout de 10 ans, ce sont des logements sociaux, donc qui rentrent dans le pourcentage des logements sociaux, et qu'au bout de 10 ans, ces logements sortent du parc de logement social. Mais bon, ça ne concerne pas énormément de patrimoine, mais tout de même. Et c'est aussi, par contre, le côté positif, c'est que c'est certainement la possibilité pour des personnes qui ne pourraient peut-être pas acheter ailleurs d'accéder à la propriété. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, là, ce sujet, c'est un sujet toujours très un peu ambivalent, puisque à la fois on est favorable à ce que, en effet, l'accession à la propriété soit plus élargie, et pas surtout en ce moment, surtout en ce moment où l'accession est de plus en plus difficile pour beaucoup de ménages. Mais de l'autre côté, on sait aussi que les ménages qui sont les plus justes et qui accèdent à la propriété de cette manière-là sont aussi ceux qu'on peut retrouver ensuite dans des difficultés de surendettement, des difficultés de paiement de charges, etc. Donc, ils ont parfois un besoin d'un accompagnement spécifique. Et comme ils sont propriétaires, eh bien, les dispositifs leur octroient pas les mêmes possibilités d'aide que les autres. Donc, moi, je pense que c'est un bon projet. Alors après, il y a la question du taux de logement social, bien sûr, sur la collectivité, qui est, bon, en ce moment, peut-être moins à la mode, puisqu'on a l'impression que le gouvernement souhaite desserrer un peu ce sujet, mais en même temps, on est quand même attaché à ça. En termes d'accès au logement pour tous, on sait que dans le parcours de logement, le logement social, ça fluidifie un peu et ça aide un peu à ce que des personnes, des jeunes ménages ou des personnes en difficulté puissent y accéder. Bon, voilà, c'est un bon projet, c'est un bel enjeu, et en même temps, ça sous-tend des questions ou de prudence voilà, qu'il faut soulever. Merci. Merci. Il y a aussi, alors je ne l'ai plus complètement en tête, mais ce bailleur rachèterait le bien si toutefois l'acquéreur ne pouvait pas, pour une raison quelconque, ne pouvait pas payer, il rachèterait à l'accédant, il rachèterait le bien. Voilà. Et bien entendu, ce bien est proposé à la personne qui est en place, et ils ne seront pas, comment dire, délogés, oui, c'est le mot, ils ne seront pas délogés de l'endroit. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, et ça ne sera pas vendu. Ça ne sera vendu que le jour où ils partiront de leur propre volonté. Voilà. C'est censé être très, très encadré. Et il y a un accompagnement de la part du bailleur pour ceux qui veulent accéder. Voilà. Il faudra être vigilant. Des sujets, c'est pas l'enjeu, mais parfois dans certaines collectivités où il y a un certain dynamisme du prix au foncier, il y a des plus-values qui sont faites aussi par ce biais-là. Alors là, bon, c'est bien sûr pas l'intention de ceux qui vont acheter, mais quand même aussi, c'est aussi un bien acheté à un prix social qui d'un seul coup rentre dans un secteur. Dans d'autres secteurs, ça arrive. Alors je ne sais pas ce qui est prévu là en termes d'encadrement sur ce dispositif-là, mais je sais que c'est aussi une préoccupation. Oui, bah, vous avez... Alors, vous avez remarqué, Madame Quenet, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, et puis des choses que je ne vois pas, et puis c'est partie des choses. Et puis le débat, la discussion, ce n'est pas une discussion. Et je ne comprends pas, Madame Quenet, quel est l'enjeu là de cette... Non, mais si, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Madame Quenet. Si en fait notre débat se résume à l'air et puis qu'on se tait, ok, j'ai bien compris, comme ça se passe. On peut plus...
Madame je voulais juste repréciser effectivement au niveau de l'accompagnement financier. 3F nous a assuré qu'effectivement, ils allaient accompagner les futurs locataires dans le montage de leurs projets financiers. Donc déjà, c'est une bonne chose, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retrouver à consulter différentes banques, bien que, après, c'est leur choix, ils peuvent très bien de leur côté le faire. Et sachant qu'effectivement, si ces locataires dans la suite avaient une difficulté financière quelconque, d'une situation familiale qui change, 3F reprend effectivement le logement. Alors, moyennant finance, bien évidemment, hein, par rapport à, enfin, il y a tout un calcul financier qui se fera à ce moment-là. Quand on fait de la spéculation, c'est impossible parce qu'en fait, pendant 5 ans, effectivement, vous verrez sur la notice, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vente possible. Et sachant que même la vente sera encadrée et minimisée à hauteur effectivement de leur achat. Voilà, donc c'est nous, ce qui nous a effectivement rassurés, c'est que 3F non seulement va les accompagner techniquement sur la remise en état de certains logements, mais aussi sur l'aspect financier. Et on sait, enfin, on a pu se rendre compte que effectivement sur la quantité de pavillons, certains locataires sont effectivement très intéressés par ce projet, sachant qu'il n'y aura pas d'obligation pour les autres, bien évidemment, à quitter le logement. Merci. Allez-y. Oui, lors de la deuxième ou troisième rencontre, parce qu'on les a rencontrés plusieurs fois. C'est un peu le même système, même si on n'a pas sur Torigny, concernant le BRS, où on n'a pas le droit non plus de faire de revendre et de faire de la culbute sur des ventes. Voilà, c'est très encadré et réglementé aussi. Voilà, il n'y a pas de vote là-dessus, c'était juste une information. Voilà. Eh bien, l'ordre du jour du Conseil est fini. Y a-t-il des questions diverses parmi vous? Madame de Dieu. Oui, alors donc quelques précisions que je voudrais avoir. C'est combien d'agents bénéficient, pas immédiatement, mais que vous nous les communiquiez, combien d'agents bénéficient des aides pour les transports? Comme il y a eu une augmentation qui est passée à 75%, il faut savoir combien ça représente d'agents. Deuxième chose que je voulais savoir, c'est dans le projet d'agrandissement du gymnase et de l'isolation, on ne parle pas du chauffage. Or, est-ce que c'est bien prévu la rénovation complète du chauffage du gymnase dans les travaux? Pardon. Oui, il y a bien une rénovation du chauffage, isolation sur l'ensemble du gymnase. On est en train d'étudier différentes solutions, mais il y a bien la rénovation. Merci. Oui. Une petite chose. Donc, j'ai noté que vous aviez envisagé de revoir l'aire de jeu près du Moustier, ce qui était vraiment, j'ai entendu beaucoup de demandes à ce sujet, mais j'en ai une autre aussi concernant les investissements qui ont été faits pour les enfants au parc des Samoreaux. Et donc, j'ai des retours de personnes qui trouvent que pour les enfants, c'est toujours pas suffisant. Voilà. Alors, je l'entends. Je l'entends. Alors, on est parti de zéro. Alors, on va se dire les choses, hein, puis ils l'entendront, ils l'écouteront, mais c'est la réalité. Pendant des années, ils ont refusé qu'on mette quoi que ce soit à cet endroit. On a eu des réunions publiques au Samoreaux, assez houleuses, hein, il faut le dire. On a commencé par mettre quelques jeux d'enfants. Là, on a mis des modules, des agrès, des modules sportifs. Alors, d'après M. Mondion, il y en a un qui est monté à l'envers. Il faudra qu'on envoie la boîte qui les a montés et regarder cela.
Mais voilà, c'est un début. On a mis des choses. C'est pas dit que dans l'absolu, c'est pas fini. Mais après, le budget n'est pas non plus extensible. Mais c'est un début. On va continuer. Pour ce qui est les jeux là au Moustier, oui, il est prévu de l'agrandir et c'est en cours. On est dessus, effectivement. Oui, bien sûr. Merci. Monsieur Sakharov. Je voudrais répondre à votre première question. Donc, concernant le remboursement des transports, ça représente pour 2023 un coût de 16 000 € pour 255 agents. Sur cette même base, le passage de 50 à 75% donc de remboursement, cela va générer un surcoût de 4 000 €. Voilà. Oui, mais on vous donnera cette réponse. Non, tous les agents ne bénéficient pas. À mon avis, c'est ceux qui peuvent en bénéficier. Si, ponctuellement, il nous est arrivé d'avoir 254 agents. Mais avec des petites... oui. Ouais, non, voilà, effectivement. Oui. Bon, l'ensemble des agents, voilà. Merci. D'autres interventions? Eh bien, 21h16, le conseil est clos. Merci. Des questions dans le public? Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Ah, un point d'information. Il y en a? Madame Després. Oui, simplement pour rappeler que dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, on a un spectacle au Moustier qui, pour le coup, choisit un axe un peu différent, puisque ça va être le chemin que va parcourir un jeune homme face à ses certitudes originelles et face aux mouvements qui se font dans la société aujourd'hui. Donc c'est pour ne pas dire de bêtises, c'est le vendredi 8 mars, tout pile, à 20h30 au Moustier. Et je rajouterai qu'il y a de très très beaux spectacles depuis quelque temps au Moustier. Monsieur Zita. Juste pour rappeler la course des couleurs qui aura lieu le dimanche 10 mars à partir de 9h30. Donc ce sera bien que vous veniez nombreux à cette course de couleurs qui caractérise l'animation sur la ville de Torigny. Merci. Merci. Bonne soirée. Prochain conseil municipal, vote du budget primitif le 28 mars à 19h30, ici même, le 28 mars. Merci, bonne soirée.